On a beau avoir une motivation de faire, une raison d'être puissante, une vision claire. Et pourtant, on a cette impression de foncer droit dans un mur, un plafond de verre, un truc invisible. Et si ce plafond, euh, c'était nous-mêmes? C'est une sensation hyper frustrante, hein. Et c'est exactement le paradoxe qui est exploré dans la 51e édition de la newsletter Success Mindset Goals. On passe des semaines, des mois à optimiser notre comment, on se reconnecte à fond à notre pourquoi, et on réalise que nos seules épaules, elles ne suffisent plus. On devient littéralement le facteur limitant de notre propre ambition. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Sur cette idée qui, sur le papier a l'air simple, mais qui est en fait un vrai changement de logiciel mental. L'idée de passer du soliste à l'orchestre. Exactement. D'arrêter de penser en addition, ce que je peux faire en plus, et de commencer à penser en multiplication. Et cette multiplication, c'est l'effet de levier. C'est ça. Et ça nous amène à la question qui change tout. On arrête de se demander comment est-ce que je vais faire ça pour la remplacer par une question bien plus puissante. Qui peut faire ça pour moi ou avec moi? Ok, le passage du comment au qui. Ça sonne bien, mais est-ce que c'est pas juste une façon un peu plus chic de dire faut apprendre à déléguer? Qu'est-ce qu'il y a de si révolutionnaire là-dedans? C'est une super question, parce que ça va bien au-delà. Vraiment. Déléguer, souvent on le voit comme se débarrasser d'une tâche qu'on n'aime pas. Penser qui, c'est une démarche stratégique, c'est chercher un multiplicateur de talent. Quelqu'un qui va non seulement faire la tâche, mais la faire 10 fois mieux, 10 fois plus vite, et peut-être même la transformer. Ce n'est pas une astuce de productivité, quoi. C'est une philosophie de croissance. Une philosophie de croissance. J'aime beaucoup cette idée. On va creuser ça. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent déjà passer à l'action, l'auteur propose de rejoindre le club Success Mindset Goals. L'inscription est gratuite, le lien est dans la description. C'est sans doute le meilleur endroit pour commencer à construire son qui. On en reparlera. Bon, alors, on attaque par où? Le problème de base, c'est quoi? Pourquoi c'est si dur de demander de l'aide? J'avoue, je suis le premier coupable. On a ce réflexe de vouloir tout faire soi-même. Ah, mais c'est un réflexe profondément humain. L'analyse met le doigt sur plusieurs résistances. La première, c'est l'ego. Cette petite voix qui nous souffle « personne ne peut le faire aussi bien que moi ». Mhm. C'est une croyance hyper limitante. Et la deuxième grande résistance, c'est la peur de perdre le contrôle. On est tellement attaché à ce mythe du self-made man Mhm. qu'on a l'impression que si on n'a pas les mains sur chaque bouton, le succès ne sera pas vraiment le nôtre. C'est tellement vrai. Cette idée que le mérite est proportionnel à la sueur qu'on a mise personnellement sur chaque détail. Mais l'auteur déconstruit complètement ça, non? Totalement. Il nous rappelle une idée forte qu'il a déjà abordée. Le self-made est un mythe. Chaque succès, sans exception, est le fruit d'un environnement gagnant. La grande différence ici, c'est qu'on ne parle plus de subir cet environnement, mais de le construire activement, brique par brique. C'est ça l'effet de levier. Et pour y arriver, la source est très claire, il faut deux prérequis non négociables. La confiance et l'humilité. L'humilité d'admettre qu'on n'est pas le meilleur en tout. Exactement. Et la confiance pour laisser d'autres personnes prendre le relais. D'accord, humilité et confiance. Mais ça reste un peu abstrait. L'auteur propose un petit exercice mental que j'ai trouvé super intéressant pour rendre ça concret. Il nous demande d'identifier les tâches de shallow work, ce travail superficiel, à faible valeur, qu'on s'obstine à faire par habitude ou par ego. Et c'est un exercice redoutable, hein. Quand on le fait honnêtement, la liste est souvent bien plus longue qu'on ne l'imagine. Ah oui. Ça va de la mise en page d'une présentation, à la gestion des factures, en passant par la prise de rendez-vous. Je plaide coupable. J'ai passé 2 heures la semaine dernière à essayer de formater un visuel sur Canva. Voilà. Un graphiste l'aurait fait en 10 minutes et le résultat aurait été carrément meilleur. C'est exactement ça. Un vol de temps et d'énergie. C'est ça. Et il y a une deuxième question encore plus stratégique. Celle-ci nous force à voir plus grand. Si vous deviez construire votre pourquoi, votre vision, avec une équipe de RAV de 3 personnes, qui serait-elle et pourquoi? Ah, j'aime bien ça. Ça nous oblige à sortir de la logique des tâches pour penser en compétences complémentaires. Qui est le visionnaire? Qui est l'opérateur? On ne pense plus à vider une to-do list, mais à assembler une équipe de super-héros. D'accord, donc on a ce blocage mental, et ces exercices nous aident à en prendre conscience. Mais maintenant, entrons dans le cœur du réacteur. Concrètement, qu'est-ce que ce qui apporte qu'on ne peut pas faire seul? Pourquoi cette histoire de multiplication? C'est le point central. Notre effort personnel, le comment, il est linéaire, c'est de l'addition. Si on travaille 2 fois plus, on produit, au mieux, 2 fois plus. Et on s'épuise.
Le qui, que ce soit un humain ou un outil, introduit une logique exponentielle. C'est de la multiplication. Et l'auteur identifie 3 multiplications fondamentales. La première, la plus évidente, c'est la multiplication du temps. C'est dingue quand on y pense. On nous répète qu'on ne peut pas acheter du temps. Mais en réalité, si, on peut acheter le temps des autres pour libérer le nôtre. C'est exactement ça. Chaque heure qu'un freelance passe sur notre compta, c'est une heure qu'on peut réinvestir dans notre deep work, là où notre valeur est maximale. Ok, multiplication du temps. Et la deuxième? La multiplication des compétences, c'est l'humilité en action. L'auteur le dit avec une formule très simple. On est nul en compta, le bon qui adore ça. Le but n'est pas d'être moyen partout, mais d'exceller dans notre zone de génie et de s'entourer de gens dans la zone de génie et notre zone de misère. Et la troisième? Celle-là, elle m'a vraiment fait réfléchir. C'est la multiplication de la sérendipité. On pense souvent que la chance, les bonnes rencontres, c'est un truc aléatoire. Mais l'idée qu'on puisse construire un système pour la provoquer, c'est puissant. Absolument. Un réseau puissant, un qui bien construit, devient un aimant à opportunités. Pour illustrer cette progression, l'auteur propose une échelle à plusieurs niveaux. Imagine un entrepreneur qui se lance. D'accord, je suis cet entrepreneur. Niveau 1, je fais tout seul. C'est le chaos, je suis l'homme orchestre. C'est l'étape du héros solitaire. Voilà. Au niveau 2, tu intègres un levier outil. Tu prends un logiciel de facturation, un outil pour programmer tes posts sur les réseaux. Tu commences déjà à multiplier ton impact. Logique. Et ensuite? C'est au niveau 3 que le vrai changement s'opère. C'est le levier humain. Tu engages un assistant virtuel pour gérer l'outil du niveau 2. Ah d'accord, ce n'est plus moi qui programme les postes. Non. Et pourquoi? Pour te libérer l'esprit et le temps pour te concentrer sur le niveau 4, la stratégie, la vision. C'est là que se trouve la plus grande valeur et c'est un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. Tout ça a l'air génial sur le papier, mais ça sent le piège à plein nez. On a tous connu quelqu'un qui délègue mal ou qui demande sans jamais rien donner. Comment on évite d'être cette personne? Celui qui contacte les gens uniquement quand il a besoin de quelque chose. Ce réseautage transactionnel, non seulement c'est désagréable, mais en plus, ça ne marche pas. Et donc la solution, c'est quoi? La règle d'or, give, 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 ask. Donne, 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 et seulement ensuite, demande. Il faut voir les relations comme un compte en banque. On ne peut pas faire de retrait si on n'a jamais fait de dépôt. Un compte en banque relationnel, j'aime bien l'image. Et le deuxième piège? La mauvaise délégation, ça c'est un grand classique, non? Un immense classique. C'est l'erreur de déléguer la vision et de garder les corvées. On demande à un assistant de réfléchir à la stratégie pendant qu'on répond à des mails sans importance. Alors qu'il faut faire l'inverse. Exactement l'inverse. La nuance est très bien formulée. Déléguer la tâche, mais jamais la responsabilité du résultat. On reste le capitaine du navire. Et le troisième piège, le micro-management, le cauchemar. Pourquoi on fait ça, même quand on a recruté quelqu'un de compétent? C'est un retour de la peur de perdre le contrôle. On engage un qui, mais on refuse de lui donner la confiance et l'autonomie. On repasse derrière, on demande des comptes toutes les 5 minutes. C'est pire que de le faire soi-même. On perd son temps et on détruit la motivation de l'autre. Voilà. Le seul remède, c'est le principe de base. Recruter ou collaborer avec des gens meilleurs que soi. Si on a vraiment confiance, le besoin de contrôler disparaît. C'est un bon résumé. Et pour bien ancrer ses idées, l'auteur propose 3 vérités de la semaine. La première est assez percutante. Notre qui détermine notre plafond. C'est une autre façon de dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Carrément. La deuxième vérité en découle directement. La confiance est la monnaie du levier. Sans confiance, le levier humain est impossible. C'est la devise qui permet l'échange de compétences et de temps. Et elle ne se décrète pas, elle se construit. Exactement, dépôt après dépôt, c'est un investissement. Et la troisième vérité, elle est un peu contre-intuitive. Demander est le secret des gens qui réussissent. Ça m'a frappé ça. Oui, parce qu'on a l'image inverse. On pense que ceux qui réussissent sont ceux qui ont toutes les réponses. Mais c'est une illusion de l'ego. L'auteur explique que les personnes qui réussissent n'ont pas peur de poser la question. Qui sait faire ça mieux que moi? Elles passent d'une posture de sachant à une posture d'orchestrateur. Ok, la théorie est claire, les pièges sont identifiés. Mais par où on commence lundi matin, concrètement? Alors, heureusement, il y a un plan d'action très concret, en 4 étapes. La première, c'est l'identification. Faire une note to-do list. Une note to-do list? Oui.
On liste tout ce qu'on fait dans une semaine et on surligne tout ce qu'on déteste faire, ce en quoi on est mauvais et tout ce qui est du shallow work. Cette liste, c'est notre mine d'or de tâches à déléguer. C'est une excellente idée. Deuxième étape. Construire activement son qui. L'exercice, c'est d'identifier 10 personnes qui nous inspirent et, pendant 30 jours, de leur apporter de la valeur de manière authentique, sans rien demander. On sème des graines pour le futur. C'est ça. Troisième étape, créer ou rejoindre un mastermind, un qui collectif en quelque sorte. Pour de l'intelligence collective en action. Exactement. Chacun arrive avec un problème et les autres aident à trouver une solution ou un qui. Et la dernière étape, La quatrième, une fois qu'on a assez donné, le smart ask, la demande intelligente. Quand on demande de l'aide, il faut être ultra spécifique et respectueux du temps de l'autre. fini le « je peux te piquer 5 minutes ». Fini. On le remplace par « je vois que tu es expert en X, j'hésite entre A et B. Aurais-tu 15 minutes la semaine prochaine pour ton avis sur ce point précis ?» C'est clair, concis et ça montre qu'on a fait notre voix. Toute cette philosophie, elle ne sort pas de nulle part. L'auteur s'appuie beaucoup sur un livre, c'est bien ça? Et oui, il recommande ce qu'il appelle la Bible de cette philosophie, le livre Who Not How de Dan Sullivan et Benjamin Hardy. En français, c'est l'art de bien s'entourer. C'est vraiment une plongée en profondeur dans tout ce qu'on vient de discuter. Et quels sont les concepts clés du livre que l'auteur met en avant? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui qu'on a déjà évoqué. On est soi-même le goulot d'étranglement. Chaque minute passée sur une tâche que quelqu'un d'autre pourrait faire est une minute où l'on freine sa propre vision. Un autre concept puissant, c'est celui de la liberté de temps. Le but n'est plus de gérer son temps, qui est une vision de rareté, mais d'en créer en utilisant le who. Créer du temps au lieu de le gérer. C'est un changement de perspective énorme. Carrément. Et enfin, il insiste sur le coût d'opportunité. Le temps qu'on passe sur notre shallow work n'est pas juste du temps perdu, c'est du temps qui n'est pas investi dans notre zone de génie. C'est une double perte en fait. Donc, si on doit retenir une seule chose de toute cette exploration, c'est peut-être que notre plus grand levier n'est pas une nouvelle appli, mais une meilleure gestion des relations humaines. Le succès, ce n'est pas de tout faire, mais de bien orchestrer. C'est la synthèse parfaite. Devenir un multiplicateur. Et l'auteur termine sur une question simple mais qui change tout. Une sorte de défi mental à se lancer. La prochaine fois qu'un obstacle se présente, au lieu de se demander instinctivement « Comment vais-je résoudre ça ?», il faut essayer de faire une pause et de reformuler la question. Qui peut m'aider à résoudre ça ? Et cette simple inversion, ce petit changement de logiciel, pourrait bien être la clé qui débloque tout le reste. C'est une pensée incroyablement libératrice. Ça enlève un poids énorme des épaules. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous. Merci à toi pour cette discussion passionnante. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, pour celles et ceux qui ont été inspirés, n'hésitez pas à rejoindre le club Success Mindset Goals. C'est gratuit, c'est le meilleur moyen de commencer à construire son qui et de continuer la discussion. Le lien est dans la description. À très vite.